que vous m'entendez bien? Excellent. Bon matin tout le monde. De toute évidence, j'ai malheureusement manqué un super barbecue hier soir. J'aurais dû me joindre à vous. Je vois qu'il y a beaucoup de monde qui ont participé. Très, très, très content d'être avec vous ce matin. Mon nom, Dave d'Alexandre Thibault-Saint-Pierre. Très rare qu'on m'appelle comme ça. Les gens dans l'industrie, mes collègues, mes amis, m'appellent souvent DATS, D-A-T-S, mon diminutif de 4 lettres. C'est mon acronyme, à vrai dire, mes initiales. Vous pouvez m'appeler David également. Et j'ai effectivement la responsabilité de la sécurité chez Microsoft pour le secteur public. Et puis, en ma compagnie ce matin, ma collègue Myriama. Myriama, je te laisserai te présenter. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? Ça marche? Super. Bien, merci beaucoup de nous avoir ici aujourd'hui. Mon nom est Myriama. Comme vous l'avez vu, mon nom de famille est parfois un petit peu dur à mentionner. Je le vois aussi. Je suis aussi spécialiste en cybersécurité et conformité chez Microsoft. Je m'occupe par contre des organismes de taille moyenne dans l'Est du Canada, que ce soit en secteur public ou commercial. Tout à fait. J'en profite avant de tomber sur l'agenda, puis je vais te laisser Myriama sur l'agenda, puis le premier élément de contenu. Merci en passant à l'organisation d'ITSEC de nous avoir invités aujourd'hui. Également, René-Sylvain Bédard d'Illuminus qui doit être dans la salle, que je ne vois pas ce matin. Merci d'avoir pensé à nous pour être présent, c'est très apprécié. Plein d'amis de l'industrie, des gens de BZ, plein de partenaires, vraiment agréable. Et Myriama, je te laisserai aller avec l'agenda. Super. Bien, comme on dit en anglais, buckle up, mettez vos ceintures parce qu'il y a quand même du contenu à matin. Puis comme elle avait mentionné juste avant, j'espère que vous avez assez de café, vous êtes bien caféiné pour tout ce contenu. Aujourd'hui, je vais prendre le temps au début de vraiment vous parler du contexte des cybermenaces d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Je vais peut-être essayer de pas trop vous faire peur avec les chiffres que je vais mentionner, mais on va voir comment ça va aller. Après tout ça, DATS va vraiment prendre le temps de vous parler du rôle de Microsoft en cybersécurité de nos jours, mais aussi de où Microsoft se positionne dans l'IA générative. Et je veux faire attention ici, on parle d'IA générative et non de l'IA ou du machine learning, fait que ça va être très différent. On va essayer de l'expliquer de façon très claire aujourd'hui pour qu'on fasse pas la différence, qu'on puisse faire la différence. Après ça, je vais pouvoir vous expliquer comment se préparer pour mettre en place des solutions d'IA générative dans votre organisation ou pour les partenaires qui sont ici dans la salle, comment aider vos clients à se préparer pour mettre en place des solutions d'IA générative. Puis je vais prendre l'exemple de Copilot pour 365. Ensuite, David Alexandre va aussi vous expliquer comment l'IA bénéficie la cybersécurité dans l'organisation, comment Copilot pour la sécurité peut aider vos équipes de sécurité. Puis on va finir avec un panel. Est-ce que ça vous va? Good. C'était quand même pas encore l'énergie, là. Est-ce que ça vous va? Super, parfait. Bon, je pense qu'on est tous ici depuis hier pour vraiment parler des défis de cybersécurité. Il n'y a pas un client dans tout type d'industrie qui m'en parle pas. Ça touche à toute industrie, secteur public, commercial, petite entreprise, même des startups qui trouvent ça quand même challenging puis qui essaient d'améliorer leur posture de sécurité. C'est aussi une industrie qui continue de changer. C'est pas des nouvelles, on parle de plus de sophistication, plus de rapidité, plus de complexité. On essaye de s'améliorer, mais les menaces continuent aussi de s'améliorer malheureusement. Fait qu'on a vraiment à y travailler ensemble. Puis la meilleure chose, c'est vraiment se tenir tous ensemble comme l'événement d'ITSEC pour se partager le knowledge autour de la cybersécurité. Comment est-ce qu'on peut s'aider tous ensemble pour pouvoir combattre ces menaces? Si je mets les choses en chiffres, pour mettre les choses plus en particulier sur le nombre d'attaques, qu'est-ce qu'on suit, etc. Entre 2022 et 2023, on a vu une augmentation de 10 fois dans le nombre d'attaques par mot de passe par mois. On ne parle pas de petits chiffres, on parle vraiment de 3 milliards à 30 milliards d'attaques par mois. Et si on regarde les groupes d'attaquants que Microsoft suit, et quand je dis Microsoft suit, je parle de Microsoft et ses partenaires gouvernementaux, fédéraux aussi, on parle de 200 à 300 groupes d'attaquants. Et quand je dis groupe, c'est des groupes qui ont plusieurs attaquants là-dedans, pas juste des personnes en singulier. Fait qu'on regarde ça, puis on se dit, on a du travail à faire. Je continue avec mes exemples de chiffres. Si on considérait le cybercrime en tant qu'économie,
ou je voudrais mieux dire anti-économie, et qu'on la comparait avec son propre PIB à d'autres économies dans le monde, ce serait la 3e économie dans le monde par rapport au PIB, juste après les États-Unis et la Chine. Mais si on comparait son taux de croissance du PIB, ce serait l'économie qui croîtrait le plus rapidement dans le monde, même devant l'Inde et la Chine. Let that sink in. Le problème, c'est qu'on a parlé de sophistication, on a parlé de rapidité, on a parlé du fait que ça devient son propre économie. On parle même à ce point du concept du cybercrime as a service, ce qui veut dire que le prix d'entrée pour faire des attaques, pour s'acheter des kits de cyberattaque est devenu vraiment pas cher. N'importe qui dans cette salle pourrait prendre sa carte crédit puis acheter des kits. S'il vous plaît, faites pas ça. Pourrait s'acheter des kits d'attaque puis aller les utiliser. Il y a aussi une meilleure façon d'utiliser ces kits. Fait qu'on voit que les attaquants sont en train d'utiliser de l'ingénierie sociale dans leurs attaques. Donc, on voit plus d'attaques autour des gros événements de l'année, que ce soit le moment des taxes, les grosses fêtes, Noël. On nous envoie, par exemple, des cartes cadeaux. Fait que ça devient beaucoup plus contextuel à notre vie de chaque jour. Le problème avec ça, c'est que ça devient beaucoup plus dur pour un humain de voir ça à l'œil nu, puis d'être capable de reconnaître que ceci est une attaque ou une page d'hameçonnage, par exemple. C'est très dynamique, ça a vraiment l'air d'un sign-in Google ou Outlook, par exemple. Et je sais que ces jours, le plus gros buzzword, c'est l'IA générative. Fait que oui, je vais en parler. C'est sûr qu'on voit des avancements dans les attaques. On voit, par exemple, qu'on commence à utiliser un peu plus de l'IA générative dans ces attaques. Par contre, ce que Microsoft voit, c'est que ce n'est pas quelque chose de très nouveau. Ça fait un bout que Microsoft suit des attaques dans lesquelles il y a eu l'utilisation de l'IA générative. N'oubliez pas que ces attaquants adorent les algorithmes. S'ils en voient, ils vont les utiliser pour améliorer leurs algorithmes, leur façon d'envoyer les attaques. On est concerné, mais on ne voit pas ça à très grande largeur. Fait que oui, je vous ai fait peur au début avec les chiffres, mais je veux quand même vous rassurer que Microsoft et ses partenaires sont vraiment là pour rester à l'affût de tous ces changements. On investit grandement dans tout ça, dans les recherches pour pouvoir mettre en place des solutions de sécurité pour vous aider. Mais je vais laisser David Alexandre vous en parler davantage. Excellent. Merci, Myriam. Puis effectivement, toute l'information qu'on rapporte là, ce n'est pas des chiffres qui sont privés à Microsoft ou que vous ne pouvez pas avoir accès, pas du tout à l'inverse. À chaque année, on publie un rapport de défense digitale, le MDDR, qu'on l'appelle, nous, à l'interne. C'est publié en octobre, normalement. Donc, le dernier rapport, c'est celui que vous voyez à l'écran, disponible sur le web. Et évidemment, on parle des figures et des chiffres que Myriam a parlé dans les derniers instants. Puis, on fait évidemment mention aussi de la perspective unique que Microsoft a sur la planète, de par la surface d'attaque qu'on a à protéger. Hein. On peut penser à Outlook.com, Hotmail, Xbox, vos PC Windows et autres. Toute cette télémétrie-là, toute cette surface d'attaque-là qu'on a la responsabilité de partager, c'est une responsabilité évidemment partagée avec ceux qui l'utilisent, mais ça donne vraiment une surface d'attaque et un œil sur le monde de la technologie qui est essentiel à pouvoir amener de l'information justement là, dans les outils technologiques de sécurité Microsoft pour aider à se défendre, mais également mieux comprendre à quoi on fait face. Et on parlait en introduction du rôle que Myriam et moi, on a au quotidien. Ce qu'on fait avec le secteur public et même du côté du secteur privé, c'est la même démarche. Je ne pense pas rien vous apprendre, mais juste vous dire, oui, le constat peut sembler fataliste, difficile, ça peut faire peur. Les chiffres qu'on voit là dans le monde de la cyber, on est habitué malgré tout à ces chiffres-là. Puis monsieur, madame, tout le monde, on peut paraître sans défense. Ce n'est pas le cas. Il y a vraiment des mesures concrètes qu'on peut poser. On travaille énormément avec toute la méthodologie Zero Trust issue du NIST. Hein, Microsoft n'a rien inventé à cet égard-là. On a pris le Zero Trust et on l'a adapté. À dire, c'est nos outils de sécurité, je devrais dire qu'on a adapté au NIST, au Zero Trust. Et on a mis énormément l'emphase de gauche à droite de ce que vous voyez à l'écran sur le rehaussement de l'identité. Myriam en parlait tout à l'heure, toutes les attaques sur l'identité. Donc, beaucoup de travaux qui ont été faits à cet égard-là dans les dernières années et sur les appareils. Donc, avoir un fournisseur d'identité, un IDP moderne qui permet du multifacteur, par exemple, de l'accès conditionnel, donc
fonction du risque qu'on peut percevoir, que nous, on perçoit, que vos périphériques vont percevoir, bien, on va fournir une règle d'accès en conséquence. Puis même chose du côté de l'appareil. Évidemment, la gestion de l'appareil, savoir s'il est conforme ou non, mais aussi avoir un EDR de nouvelle génération, un antivirus de nouvelle génération. C'est vraiment des travaux qui ont été faits dans les dernières années et qui portent leurs fruits pour diminuer le risque. Je ne m'attendrai pas nécessairement à tout ce qui est données, applications, infrastructures et réseaux, mais c'est vraiment, on a hardené ces contrôles-là. On a vraiment fait beaucoup de travail pour améliorer la posture de ces piliers-là. Important de le mentionner, si vous ne faites pas ce qui est à gauche, vous pouvez avoir des contrôles super efficaces à droite. Nous, on est de l'école de penser que les portes patios doivent être fermées avant de mettre des détecteurs de mouvement dans la maison. Donc, vraiment essentiel, identité et poste, de porter une attention particulière là-dessus. Évidemment, les autres piliers doivent être faits en parallèle. Et évidemment, j'illustre autrement, au lieu de parler de Zero Trust, parlons de la chaîne d'attaque, le Kill Chain Typics. On parlait du MITRE Framework, là, ceux qui sont familiers avec le recensement là, des types d'attaques qu'on voit à travers la planète. Juste vous mentionner de gauche à droite là, une attaque typique d'usurpation de credentials, de nom d'usager mot de passe par un courriel malicieux, où on s'introduirait dans l'environnement avec votre identité, on ferait un mouvement latéral pour gagner des privilèges, puis on exfiltrerait de l'information ou on crypterait des backups, par exemple, pour fin de rançon, donc une typique attaque ransomware. Tout ça peut être protégé avec plein d'outils de sécurité et ils sont tous très, très bons. La vaste majorité que vous voyez à l'écran là, honnêtement, j'ai personnellement rien à dire. Il y a plein d'outils qui font très, très bien le travail. Par contre, c'est extrêmement difficile de maîtriser la mise en place et l'opérationnalisation de ces outils-là au quotidien. Et c'est un peu le constat de plusieurs de l'industrie, tant clients que partenaires qui opèrent ces outils-là. Donc, ce qu'on voit de plus en plus, c'est une consolidation vers une plateforme. Évidemment, de bout en bout, les solutions Microsoft peuvent vous permettre de faire ça. C'est un monde un peu Disneyland là, que je présente à l'écran. Je comprends évidemment que ce n'est pas seulement Microsoft qui opère sur la planète, mais cette mentalité-là de consolidation vers une plateforme, elle est de plus en plus présente. Et si vous n'avez pas fait ce virage-là, tant d'un point de vue partenaire qui offre du service géré client, on vous invite à le considérer parce que ça amène la complexité d'opérationnalisation au quotidien à un niveau beaucoup moins grand. Évidemment, on peut voir ça puis se dire, bien, c'est bien beau d'avoir une plateforme, mais moi, j'ai besoin des meilleurs outils pour performer ma sécurité en fonction de l'attaquant puis ce qu'on voit actuellement. Et on est d'accord avec ça. Et je vous dirais, Microsoft, je ne sais pas à quel point vous avez suivi ces annonces-là, mais il y a un immense investissement, des immenses investissements, que je devrais dire, qui ont été faits dans les dernières années. Parce que tout ce qu'on fait va bien au-delà de la cybersécurité, mais tout repose sur la confiance. Notre CEO aujourd'hui serait là, Satya Nadella, la Build, en ce moment, en passant, il présente, je pense que c'est à Seattle encore cette année, vous dirait, les gens vont adopter l'info nuagique puis l'IA générative si et seulement si ils lui font confiance. Bien, si on ne fait pas confiance à ces technologies-là, on ne les adopte pas. Donc, c'est pour ça qu'il y a un investissement de 20 milliards sur 5 ans qui a été annoncé dans les dernières années pour rehausser la qualité de ces outils-là pour être non seulement best of platform, donc la meilleure plateforme intégrée, mais best of breed. Et je ne passerai pas de temps d'un point de vue marketing là, à vous parler Gartner, Forrester. Juste vous mentionner qu'il y a des gens qui ont fait ces critiques-là à l'effet qu'on n'était pas best of breed. On a pris action et c'est désormais plus le cas. Donc, best of platform et best of breed, c'est vraiment l'orientation qu'on prend pour cette confiance-là numérique envers l'ensemble de nos outils. Malgré tous ces contrôles-là, il y a encore des questions qui demeurent. Et ça, on le vit encore au quotidien avec les organisations. Donc, n'allez pas penser que c'est un coup de baguette magique et que c'est réglé. Pas du tout. Les questions qui se posent de plus en plus, c'est est-ce que les mesures de sécurité qu'on a mises en place, on s'inspire du Zero Trust, comme je le mentionnais tantôt, est-ce qu'ils protègent nos actifs les plus névralgiques? Je donne un exemple. Est-ce que notre plan directeur, notre plan stratégique d'organisation est protégé par les contrôles les plus stricts? Ou est-ce que l'ensemble de ces contrôles-là protègent nos photos du barbecue d'hier, mais malheureusement pas nos informations stratégiques? Donc, on a un peu déployé ça, standardisé à travers la plateforme, mais c'était dur de savoir est-ce que ça protège nos actifs les plus sensibles. Également, avoir cette photo-là ou ce visuel-là en temps réel de mon environnement. Comment je suis en mesure de mesurer ma posture en cybersécurité en temps réel? Et finalement, est-ce que d'un point de vue développement à l'interne, c'est bien beau de faire confiance à des éditeurs, mais c'est possible, d'un point de vue développement low-code, no-code ou même développement maison, que j'amène de l'applicatif qui est propre à mon organisation. Est-ce que moi, j'induis des risques, des vulnérabilités dans ce code-là, sans même le savoir? Puis dans le fond, tout ce que mon équipe de cyber fait actuellement, bien, je le compromets parce que j'amène ces vulnérabilités-là en développant moi-même des outils qui peuvent être vulnérables. Ça peut être la même chose pour des partenaires qui développent pour vous. Donc, bref, il y a des questions qui demeurent là-dessus. Vous allez voir, l'année prochaine, on a déjà commencé à en parler, là, c'est vraiment
je vous dirais, une conversation qu'on commence de plus en plus à avoir dans le niveau de maturité avec nos clients. Tout le déplacement vers la gauche, le déplacement vers la gauche, pardon, le shift left. Être vraiment plus proactif dans la mesure de notre posture de sécurité. En passant, les gens de KPMG, je pense, font une session exactement là-dessus suite à notre présentation ce matin. C'est ce qu'on appelle dans l'industrie CNAP, CWPP, CM, dépendamment de quel pilier on veut protéger. Mais vous voyez ça, ça s'appelle Defender for Cloud, la solution que nous, on met en marché pour ça. Mais ça permet vraiment de protéger les workloads, donc les serveurs, les containers, les API, nommez-là, toutes les ressources dans l'info nuagique. Même chose d'un point de vue gestion de la posture de sécurité en temps réel, puis sécuriser le développement applicatif. Tout ça est dans une offre qui s'appelle Defender for Cloud. Donc, si jamais ça vous intéresse, tout ça est disponible en ligne. Vous allez voir beaucoup d'événements dans la prochaine année de Microsoft à cet effet-là, parce qu'on considère que les clients sont rendus à gérer leur niveau de risque et leur posture de cette façon-là. Ça met fin à la première partie, je pense, de la présentation, Myriama. On basculerait peut-être maintenant vers tout ce qui est IA générative. Précision vraiment importante que Myriama a fait tout à l'heure par rapport à l'IA versus l'IA générative. En levant la main peut-être, est-ce qu'il y a des gens qui sont familiers avec ChatGPT? En levant la main. Parfait, la vaste majorité. L'inverse m'aurait surpris, mais quand même, je voulais m'assurer. Donc, quand on parle d'IA générative, on parle vraiment d'agents conversationnels où on est en mesure d'échanger en langage naturel avec un outil qui, lui, va nous fournir des réponses en langage naturel. Et fonction de quel outil on interroge, bien, il va nous donner du contexte, soit du web, soit de certains outils, comme on va le voir tantôt. Mais je tiens à mentionner que ce n'est pas toutes les IA génératives qui sont nées égales. Et en passant, ce n'est pas un désaveu de certaines solutions d'IA génératives qui seraient faites pour le consommateur, monsieur, madame, tout le monde. Ça m'inclut que pour faire des recettes de cuisine, par exemple, la fin de semaine, puis me donner des idées, je pourrais utiliser ChatGPT ou des IA qui peuvent faire l'utilisation de données, par exemple, pour augmenter leur LLM, leurs modèles fondamentaux. Je tiens à mentionner que les outils qu'on va vous présenter aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. C'est vraiment des outils de niveau entreprise. Vous pouvez comparer ça, si vous voulez, à Gmail, Outlook.com, Hotmail.com et les outils Microsoft 365 que vous avez dans vos organisations respectives si vous l'avez déployé. Donc, ce n'est pas pour rien qu'il y a un frais à ça, c'est qu'il y a des contrôles de sécurité, une gouverne par rapport à la protection de l'information de vos données qui n'est pas du tout la même. Et quand je dis pas du tout la même, je tiens à le mentionner souvent, là, on mélange, dans l'IA générative, on se pose de nouvelles questions par rapport à la protection de l'information, la protection des renseignements personnels, la sécurité, la conformité, les audits et certifications. La règle du pouce dans cet univers-là, c'est que tout ce que vous aviez dans le monde Microsoft 365 ou dans le monde nuage Microsoft demeure. C'est-à-dire, quand on dit vos données sont vos données, dans les solutions entreprises qu'on va vous présenter tout à l'heure, c'est vraiment le cas. C'est-à-dire, vos données restent à l'endroit où ils sont. L'IA générative va faire usage de ces données-là en transit, va traiter cette information-là avec des contrôles de sécurité extrêmement robustes. Mais la promesse qu'on fait, c'est que ces données-là sont à votre bénéfice et pas au nôtre. Donc, vraiment important de le mentionner. Cette information-là est protégée, reste dans les régions géographiques qui ont été choisies pour vos services. Même chose pour l'entraînement des modèles fondamentaux. Ces données-là, je parlais tantôt rapidement du partenariat avec OpenAI parce que la vaste majorité aujourd'hui de nos solutions opèrent toujours dans ce partenariat-là. Ultimement, on n'utilise pas les données que vous avez pour entraîner nos modèles fondamentaux. Si une amélioration de la performance est à votre bénéfice et pas sur le Large Language Model, pardon, le LLM. Donc, vraiment important de le mentionner aussi, ce qui ne serait pas nécessairement le cas pour des solutions consommateurs qui, eux, comme je vous le disais tantôt, pourraient augmenter le modèle. Et quand on parle de certification en sécurité, conformité, si jamais ça vous intéresse de savoir comment Microsoft protège l'information, comment on certifie, comment on audite cette information-là, c'est disponible sur le web. Souvent, les gens ne sont pas au courant. servicetrust.microsoft.com, ça prend pour certaines des certifications, des audits, vos accès Microsoft 365 en tant qu'administrateur ou même usager. Vous allez avoir accès à toutes les certifications que Microsoft a. On en est très fiers. On mène l'industrie à cet égard-là. On suit de près là, dans les manufacturiers Hyperscale Cloud, mais c'est quelque chose qui est disponible pour consultation libre si jamais vous avez besoin de faire la preuve que ces solutions-là sont robustes et respectent les engagements que votre entreprise doit prendre face à vos clients, face à vos partenaires et autres. Évidemment, quand on parle d'IA générative, ça suscite énormément de questions, des questions éthiques, des questions de responsabilité sociale. On en est conscient, vraiment. Ce qu'on réalise dans l'industrie actuellement, puis fonction des discussions qu'on a avec les clients, règle du pouce dans cet univers-là, c'est qu'on constate qu'il y a plus de bénéfices que de risques. Donc, actuellement, on avance dans cette aventure-là. Les organisations commencent à faire l'utilisation de l'intelligence artificielle générative.
À cet égard-là, on est vraiment, vraiment impliqué avec les différents paliers de gouvernement à travers la planète pour être très actifs dans le dialogue, parce qu'on croit qu'on a notre rôle à jouer. Puis on pense que particulièrement pour les organisations publiques, commerciales, les grandes entités, il y a une bonne façon, il y a peut-être une moins bonne façon d'adresser l'IA générative. On va le voir tantôt, mais donc, toute cette notion-là d'IA responsable, comment on peut le faire de façon responsable, de confiance, de façon transparente? C'est des discussions qu'on a actuellement avec les différents paliers fédéraux, par exemple, aux États-Unis. Canada, même chose, on est très impliqué dans les conversations avec la réglementation canadienne. Et il y a un premier règlement qui a été fait en Europe. Je ne sais pas si vous avez vu en mars dernier, là, la réglementation par rapport à l'IA générative. Donc, on était partie prenante de ces discussions-là, puis on va continuer à le faire. Il y a un rythme d'investissement qui est nécessaire pour faire face à la demande. Puis c'est des chiffres en passant non vérifiés. Là, ça, ce n'est pas dans nos rapports, mais c'est des discussions qu'on avait à l'interne. Une requête typique Bing ou Google que vous faites versus une demande typique, par exemple ChatGPT. On peut parler de 17 fois plus de compute power, de ressources nécessaires pour faire ce genre de recherche-là. Vous aurez compris que ce calcul-là n'est pas très savant, c'est-à-dire que ça peut changer largement en fonction de la demande que vous faites à l'IA générative, mais extrêmement énergivore. Donc, ça va prendre des centres de traitement pour opérer cette demande-là. Moi, quand j'ai commencé l'aventure chez Microsoft pour tout ce qui est Office 365 à l'époque, on parle d'environ 7 ou 8 ans, on parlait d'environ 100 centres de traitement à travers la planète qui opéraient ces solutions-là de type Hyperscale Cloud. Aujourd'hui, on annonce, dans les derniers mois, à vrai dire, là, que pour les prochaines années, for the foreseeable future, donc dans les prochaines années et plus, on ouvrira de 50 à 100 centres de traitement par année. Donc, ça vous donne un peu une idée de l'envergure des investissements que ça prend. Juste au Québec, à Québec, 4 terrains qui ont été achetés, qui ont été annoncés. On parle d'un investissement de plus de 500 millions. Ça a été annoncé dans les derniers mois. Ça continuera en passant. C'est une première étape. Il y a énormément d'investissements qui vont être faits ici au Canada, mais ailleurs à travers le monde, pour suffire à la demande. Et évidemment, la question se pose, c'est-à-dire toutes ces ressources-là qui sont nécessaires, tout l'impact que ça peut avoir sur l'environnement, on en est extrêmement conscient. Et Microsoft prend des engagements extrêmement fermes à cet égard-là pour être certain qu'on est convaincu que le marché s'en va vers l'IA générative, comme on le mentionnait tantôt, mais qu'il faut le faire de la bonne façon. Et quand on parle de façon responsable de l'environnement, c'est clé à cette équation-là pour nous. Donc, évidemment, pour ceux qui ont écouté Build, vous avez peut-être entendu parler, Satya Nadella, hier, de tout notre engagement à ce que nos décès à travers la planète fonctionnent dès 2025 sur 100 d'énergie propre. Donc, ça, c'est une bonne première étape. On s'est avancé, on s'est commis à l'industrie à être en 2030 carbone négatif, puis en 2050 à avoir effacé toutes les émissions que Microsoft aurait pu créer depuis sa création. Donc, ça vous donne une idée de l'envergure des investissements également à cet égard-là qui est fait. Donc, évidemment, ça prendra du compute power, ça prendra de l'énergie, mais on est vraiment engagé à le faire de façon responsable. Puis rapidement, on bascule dans l'IA générative. Quand on parle de copilote, autopilot, je ne sais pas si certains d'entre vous ont peut-être des véhicules qui commencent à avoir la conduite autonome, ou on peut penser, par exemple, à un autopilote dans un avion. Vous allez remarquer dans notre présentation qu'on parle de copilote. Vraiment essentiel à la discussion. Ce n'est pas un remplacement à l'humain qu'on vous présente ce matin, c'est un accompagnement à l'humain. Et c'est pour ça que nos solutions s'appellent Copilot. Je sais qu'il y a une grosse préoccupation. Je pense que plusieurs d'entre vous ont dû en parler dans leur cercle, à vrai dire, de dire est-ce que ça va remplacer l'humain, oui ou non. Définitivement, dans les solutions qu'on vous présente ce matin, vous allez voir, c'est un accompagnement vraiment important de le mentionner. Et à court, moyen terme, on ne voit pas du tout ces tendances-là se renverser puis dire qu'on remplace l'humain. On va tenter de faciliter le travail et d'augmenter la productivité. Ces discussions-là ont déjà lieu. En passant, ce n'est pas de la science-fiction. On parle d'IA générative depuis un bon moment avec nos clients. Ce que je vous présente à l'écran, c'est vraiment l'approche Microsoft pour avoir ces conversations-là avec les organisations. Donc, s'il y a des gens du secteur public qui sont dans la salle, ou même du côté privé, qui ont pu avoir des conversations avec les équipes Microsoft, bien, c'est l'IA générative que vous voyez à l'écran là. On débute la conversation avec toutes les séances exécutives, vraiment une prise de conscience sur ce que l'IA peut faire avec nous. On recense les cas d'usage, puis après, on bascule sur comment les solutions Microsoft Copilot pourraient nous donner un coup de main. Il y en a plusieurs en passant. Des copilotes, là, ce n'est pas tous les copilotes qui font la même chose, pas du tout. Et ce matin, on va vraiment se concentrer sur 2 copilotes. Donc, Copilot pour M365, donc un outil de collaboration qui va augmenter les capacités de la suite collaborative. Ma collègue Myriama va nous montrer comment on peut sécuriser cette expérience-là. Puis de mon côté, Copilot for Security. Vraiment, d'un point de vue personnel de sécurité, comment on est capable d'augmenter nos capacités, tant d'un point de vue détection dans le SOC qu'ailleurs, dans d'autres métiers de cyber, pour augmenter notre productivité également, puis notre détection aux incidents.
Et déjà, il y a des leçons apprises. Je bascule rapidement parce que je vois que le temps file. On va y revenir de toute façon par rapport aux leçons. Mais l'IA doit vraiment être, comme je l'ai mentionné tantôt, doit vraiment être utilisée de façon responsable, transparente, équitable et sécuritaire. C'est les premiers constats qu'on fait. Puis c'est essentiel. Ultimement, on y va, comme j'en parlais rapidement tout à l'heure, mais on voit clairement plus de positifs que de négatifs et c'est inévitable d'aller vers l'IA générative pour augmenter la productivité. Mais une chose est certaine d'un point de vue cyber, le troisième point que vous voyez à l'écran, pour se battre à armes égales avec l'attaquant fait déjà usage de ça. Nous, on est convaincus que pour se battre à armes égales ou supérieures, ça va également prendre de l'IA générative. Raymond, je te laisse aller pour le reste du côté process 5. Super. Merci beaucoup. On a dit qu'on allait présenter 2 concepts. Le concept de la cybersécurité au bénéfice de l'IA, donc comment sécuriser les solutions d'IA génératives dans votre environnement. Puis David Alexandre va prendre l'autre partie. Comment utiliser l'IA au bénéfice de la cybersécurité. Fait qu'en premier, juste, Dats l'a mentionné rapidement, copilote. Copilote pour 365. À main levée, qu'est-ce qui est familier avec ça? En a entendu parler? A ça d'implanter dans son entreprise? OK, ça commence. Juste pour vous donner une idée, je ne vais pas rentrer dans la solution même parce que c'est une solution de productivité, mais c'est une solution qui est vraiment là pour aider vos utilisateurs dans l'entreprise, dans différents personas, différents rôles, à avoir plus de productivité dans leur journée. S'ils sont en retard dans un meeting, pouvoir demander à copilote qu'est-ce qui s'est passé jusqu'au moment où je suis arrivée dans le meeting, pouvoir nous aider à faire un summary des courriels, par exemple, et autres. Si vous avez des questions sur comment ça marche, n'hésitez pas de parler avec votre partenaire ou de venir nous voir plus tard dans la salle. J'ai mis cette citation, je l'ai quand même gardée en anglais pour garder l'authenticité de Gartner. Ce que ça veut dire, par contre, en résumé, c'est que si vous allez mettre des solutions d'IA génératives dans votre environnement, il faut absolument s'assurer que vous avez les bonnes politiques mise en place dans votre environnement pour protéger vos données, pour vous assurer qu'il y a une bonne conformité et un bon niveau de sécurité pour protéger l'information, de ne pas fuir votre environnement, puis s'assurer que les bonnes personnes dans votre environnement ont accès aux bons documents. Donc, s'il y a des documents confidentiels, que seulement les personnes qui devraient avoir accès à ce document-là aurait l'accès. Sinon, il devrait avoir une étiquette de sécurité ou il devrait juste absolument pas y avoir accès. Je vous fais une petite parenthèse. Ce matin, on tentait de mettre notre présentation. Puis nous, on n'avait pas mis une étiquette de sensibilité au document, mais c'était automatique. Donc, quand on l'a partagé, on ne pouvait pas mettre nos diapos. Ça nous a quand même pris 30 minutes, David? Oui, tout à fait. Ça nous a pris quand même un bout de temps pour trouver une façon de mettre les diapos sur scène aujourd'hui parce que le système lui-même a mis une étiquette automatique qu'il y a des informations qui pourraient être confidentielles dans la présentation aujourd'hui. Je vous assure, ce n'est pas le cas. Puisque ce n'était pas le cas, on était capable d'enlever l'étiquette. S'il y avait absolument de l'information confidentielle, on n'aurait pas pu enlever l'étiquette. Maintenant, je sais que cette diapo a été un peu présentée par Dats. J'ai quand même changé le design. Mais l'information que je voudrais ajouter par rapport à ce que Dats a mentionné, c'est que, oui, je vous rappelle, vos données sont vos données, ça reste dans votre environnement. On ne travaille pas sur vos données, on ne les utilise pas pour entraîner les modèles de l'IA qu'on utilise chez Microsoft. Par contre, dans tout type de solution d'IA générative que vous allez avoir dans votre environnement, c'est protégé par Microsoft, mais la responsabilité est partagée entre Microsoft et votre entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire? On vous promet que votre information va rester dans votre entreprise et que ça ne va pas être, par exemple, comme d'autres solutions d'IA générative partagées à largeur sur le net. Par contre, comment l'information est partagée à l'intérieur de votre entreprise est quelque chose sur lequel vous êtes responsable. Donc, si vous n'avez pas les bonnes politiques en place pour sécuriser l'information, ça va être partagé un peu entre tout le monde. Je vais vous montrer ça un petit peu plus dans un graphique. Vous avez vos informations dans votre tenant M365. Toute l'information est encryptée dans le tenant. Ça reste à l'interne. Que ce soit l'information de vos utilisateurs, les documents, les sites SharePoint, OneDrive et autres. Tout ça va rester dans votre tenant M365.
Votre teneur 365 est vraiment englobée de toutes les politiques de sécurité, conformité que vous avez mis en place. C'est la même chose pour Copilot. Le Large Language Model de Copilot pour 365 se nourrit des mêmes politiques de sécurité et conformité que vous avez mis en place. Donc, s'il y a des politiques de sécurité et conformité qui ont été mises en place, il va se nourrir de ces politiques. S'il n'y en a pas, il ne va pas trouver de politique à quoi se nourrir. Donc, ça va être un petit peu plus ouvert à tout le monde. Je sais que ça rend quelques personnes mal à l'aise, mais je veux vous assurer qu'il y a des étapes que vous pouvez suivre pour sécuriser votre environnement. Et ça a l'air de ça. Short term, medium term, long term. Short term, on parle de commencer à connaître votre environnement. Commencez à connaître le type de données que vous avez dans votre environnement. Qu'est-ce qui est confidentiel pour vous? Qu'est-ce qui n'est pas confidentiel pour vous? Ce qui peut être confidentiel pour une entreprise pourrait ne pas l'être pour une autre entreprise. Donc, est-ce qu'il y a des projets confidentiels sur lesquels vous travaillez avec des partenaires et des clients qui requièrent que ces projets soient encryptés dans le metadata du document? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est très spécifique à votre industrie, que ce soit gouvernemental, en santé, en manufacturier, qui doit être considéré confidentiel? Il faut mieux connaître les données dans l'entreprise. Ceci veut dire, je ne mets pas de côté toute l'information personnelle des employés, les salaires et tout ça. C'est super important de les garder tout encryptés. La deuxième étape, c'est venir vraiment mettre une taxonomie et définir une taxonomie dans votre environnement. Donc, si je considère ça confidentiel, jusqu'à quel point je vais le considérer confidentiel? Est-ce que je le considère confidentiel juste dans mon environnement ou est-ce que je le considère confidentiel pour un groupe de personnes dans mon environnement et c'est seulement ce groupe de personnes qui vont avoir accès à ce document-là? Fait qu'il faut vraiment venir mettre en place toute cette taxonomie. Puis ensuite, décider est-ce que ces étiquettes vont être automatiques ou manuelles. Dans l'exemple qu'on a vécu ce matin, c'était une étiquette qui était automatique parce que ça regardait le document puis ça se disait peut-être il y aura quelque chose de confidentiel. Fait que c'était automatique, mais ça nous donnait la possibilité d'enlever l'étiquette si on considérait que ce n'était pas de l'information confidentielle. Dans d'autres cas, c'est une étiquette automatique, mais on ne peut pas l'enlever. Et dans d'autres cas, on peut recommander à l'utilisateur de mettre une étiquette. Fait que ça va dépendre de comment vous mettez en place les politiques dans votre environnement. Et last but not least, mettre des politiques de Data Loss Prevention, donc de DLP dans votre environnement. Il y a des templates qui sont déjà préfaites pour vous dans Purview chez Microsoft que vous pouvez utiliser pour tout ce qui est en rapport avec des cartes crédit, des numéros de sécurité sociale, etc. Ou vous pouvez créer les vôtres. Je vais rapidement, j'ai décidé de ne pas faire une démo en live parce que si vous l'avez testé, parfois ça bloque pour tout le monde, même si on essaie de le faire en live. Donc, j'ai préparé une démo pour vous pour voir un exemple de comment ça marche dans une entreprise comme Contoso, où on a deux utilisateurs qui ont des accès très différents à différents documents. On a Copilot en place, fait que ces deux employés veulent utiliser Copilot dans l'entreprise. On a deux sites SharePoint. Obsidian, qui est un site SharePoint qui est plus sécurisé. Il y a un accès restreint à un groupe de personnes spécifiques. Les autres n'ont pas accès à ça. Les données sont étiquetées avec une étiquette spécifique pour le projet Obsidian. Et les données sont protégées par encryption. Donc là, c'est bien protégé. L'autre site SharePoint qu'on a en place, il est vraiment ouvert à tous. Les données sont étiquetées, mais ce n'est pas une étiquette qui rend le document encrypté. Donc, c'est protégé à l'intérieur de l'entreprise pour que ça ne soit pas envoyé à l'extérieur de l'entreprise, mais tout le monde dans l'entreprise a accès à ce document-là ou à ce site SharePoint. On a deux utilisateurs, Alex et Diego. Alex, il a accès à Projet Obsidian. Il fait partie de l'équipe qui utilise ce site SharePoint. Donc, comme vous voyez, il est capable d'aller sur le site puis voir. Par contre, je ne sais pas si mon pointer va marcher, on a les étiquettes de sécurité ici sur l'écran. Comme vous voyez, désolé, c'est à gauche, je le ferai à droite aussi si vous voulez. Confidentiel. Donc, les documents, on vous le rappelle que c'est des documents confidentiels. On le voit aussi dans le Sensitivity Label, juste ici pour le document. Donc, Alex, il va aller ouvrir un document, il a accès au document, mais il revoit l'étiquette du document, encore une fois, confidentiel. Il était en vacances, il revient de vacances, il se demande
quels sont les documents les plus importants par rapport à Project Obsidian. Fait qu'il va dans Teams, il demande à Copilot pour 365, c'est quoi les documents les plus importants par rapport à Project Obsidian, et le Copilot fait sa job. Il lui donne les documents, lui donne les références, comme toujours, sur de où Copilot a pu trouver ces informations. Et comme vous voyez encore une fois, on lui dit c'est des documents confidentiels. Il va dans Word, il demande à Copilot de lui créer un FAQ par rapport à Project Obsidian. Ça va faire sa job encore une fois, puis ça va lui donner un FAQ par rapport aux documents auxquels il a accès. Fait qu'il est capable de faire tout ça. Par contre, Diego, il n'a pas accès à Project Obsidian. Même si Alex lui envoie le document de Project Obsidian, le document Word ou document PowerPoint, il n'a pas accès. Il tente d'accéder, mais il ne peut pas accéder à ces documents-là. Et même s'il a entendu parler de Project Obsidian dans son entreprise, puis il est très curieux à aller voir, quand il demande à Copilot, Copilot ne va pas lui donner la réponse parce que ces documents sont sécurisés et limités à des personnes spécifiques, incluant Alex. On a parlé de Copilot pour 365. Je vais laisser Dats vous parler de Copilot pour la sécurité et comment l'IA bénéficie de la cybersécurité. Merci, Dats. Merci, Myriam. Ce qu'on présente à l'écran passant, je ne sais pas si certains d'entre vous ont mentionné à main levée tantôt qu'on connaît la solution, là. Mais ça existe, ce n'est pas de la science-fiction. Évidemment, on est vraiment en apprentissage avec nos clients. Hein. C'est une nouvelle aventure. Il y a énormément d'investissements qui sont faits face à l'IA générative. Mais littéralement, là, puis on n'est pas gêné de le dire, on bâtit l'avion en plein vol et on construit ces solutions-là fonction du feedback de nos clients. Donc, on est très intéressé à ce que vous pilotiez ces solutions-là. On met évidemment des balises de cybersécurité autour de ça pour que l'expérience soit sécuritaire, mais ça s'améliore de jour en jour, littéralement, l'expérience que vous allez avoir. Et c'est la même chose d'un point de vue de l'IA au bénéfice de la cybersécurité. Ceux et celles qui ont suivi peut-être les annonces, ça fait quelques mois que certains de nos clients sont sur un programme d'essai qu'on appelle un EAP, chez nous EAP. Et on a annoncé le 1er avril dernier que Copilot pour sécurité était releasé là, en disponibilité générale et qu'on a l'habitude de parler en acronyme anglophone, mais bon, ça c'est un autre problème pour une autre fois. Mais bref, on a publié le 1er avril dernier Copilot for Security. Et puis, encore là, émergent, on est vraiment au début de cette aventure-là. Donc, on est rendu moins loin, je tiens à le mentionner, que Copilot pour M365 que Myriam vous a montré. Mais malgré tout, vraiment des résultats intéressants qu'on a pu obtenir avec les clients qui ont fait le programme IEP que je vous parlais tantôt. Certaines notions en passant qui vont s'appliquer à d'autres copilotes, mais que je voulais vraiment revenir. On parlait de solutions de sécurité Microsoft, mais évidemment, on comprend que l'univers ne tourne pas autour de Microsoft et forcément, vous aurez d'autres solutions de cybersécurité déployées dans vos organisations. Vous allez voir de plus en plus dans les copilotes la notion de plugin s'installer ou de connecteurs ou de solutions tierces. Donc, une possibilité d'arrimer vraiment d'autres solutions de sécurité à des copilotes, à un copilote pour sécurité, pardon. Et cette notion-là de plugin, comme je vous le disais rapidement tout à l'heure, va s'étendre forcément à d'autres copilotes. Déjà, ça commence à être discuté de copilote pour M365 et les autres copilotes certainement intégreront ces outils-là. Tous les outils de sécurité que vous connaissez, évidemment, les talents seront intégrés nativement. Donc, on voit là un immense bénéfice d'avoir les outils ou la plateforme de sécurité Microsoft parce que c'est intégré nativement. Rapidement, je veux rapidement revenir là. L'architecture que je m'apprête à vous montrer là, elle n'est pas propre du tout à un seul copilote. Évidemment, les produits sur lesquels on va se grounder, le concept de grounding, où on va aller valider nos réponses, l'information qu'on a, ça c'est propre à copilote pour sécurité parce qu'on frappe, on interroge les produits de sécurité. Mais le fonctionnement de l'IA générative, c'est vraiment, là, si vous voulez, règle du pouce, les mêmes architectures pour n'importe quel copilote qu'on opère. Donc, première des choses, pour faire usage de copilote pour sécurité, dans le cas qui nous regarde aujourd'hui, vous allez voir, il y a deux expériences, je vais le toucher tantôt. L'expérience dédiée, donc l'expérience vraiment, j'ai une interface copilote sécurité dans laquelle je peux poser des questions en langage naturel. J'ai une interface aussi embedded, donc imbriquée à d'autres consoles de sécurité que vous pourriez déjà avoir. Et à partir de ces interfaces-là, je vais poser une question en langage naturel à Copilot for Security. Et là, déjà, il va y avoir un premier processus de grounding qu'on va faire. On va interroger les outils de sécurité Microsoft. Je parlais de plugins, de solutions tierces. C'est à ce moment-là qu'on va faire le premier grounding face à l'ensemble de ces solutions-là. Quand on parle de grounding, on va aller chercher le contexte. On va aller voir la question que vous avez posée. Est-ce que moi, j'ai de l'information, j'ai de la télémétrie à laquelle je peux faire usage pour fournir une réponse intelligente?
Par la suite, on va retourner cette réponse-là. Je tiens à vous mentionner des petits cadenas qui sont là. Ce n'est pas pour rien. C'est toutes des conversations, des échanges qui sont cryptés HTTPS, les plus hauts standards de l'industrie par rapport à ça. On va prendre l'information qu'on a groundée et là, on va aller frapper le modèle LLM et faire usage de l'IA responsable. Quand je parle d'IA responsable, c'est un bon exemple. Nos modèles développés en partenariat avec OpenAI, un bon exemple, si vous utilisez Copilot pour sécurité, puis demain matin, vous lui demandez, est-ce que je pourrais avoir un query KQL pour breacher le Pentagone? Vous n'obtiendrez pas de réponse. Là. Je vous garantis, ça ne fonctionnera pas. Ces concepts-là d'irresponsables sont nativement intégrés dans le produit pour protéger, si vous voulez, les intérêts de l'ensemble des organisations, tant commerciales que publiques. Donc, c'est vraiment une couche d'irresponsable qu'on intègre nativement au produit. Et encore une fois, tout ce processus-là se passe dans les infrastructures avec les contrôles de sécurité et le périmètre de sécurité Microsoft qui est déjà en place. Donc, après ça, quand on a passé cette étape-là de frapper le LLM puis de vraiment de faire usage du modèle d'IA responsable, on retourne la question et on retourne aussi l'information vers un autre processus de grounding, encore une fois, pour voir ce qu'on est allé chercher dans le LLM, même ce qu'on est allé chercher d'un point de vue télémétrie à l'externe. Est-ce que ça fait encore usage de notre télémétrie à l'interne dans nos outils Microsoft? Est-ce qu'on a besoin de revalider cette information-là? Est-ce qu'elle est encore valide? Et on retourne une réponse. 6 étapes, je vous le dis, ce n'est pas instantané. Ceux et celles, Myriam, tout à l'heure, tu parlais de la démo, ce n'est pas en temps réel. Là. Je vous le dis qu'on obtient les réponses, ça prend du temps. On améliore la performance de ça. On a parlé de puissance de traitement qu'on développe, qu'on met en place actuellement, qu'on bâtit littéralement. Je vous le dis, ce n'est pas instantané. Certainement, ces performances-là vont s'améliorer à travers le temps, mais il faut savoir qu'il y a un temps de traitement sur ces demandes-là parce qu'elles sont hautement complexes. Puis actuellement, ce qu'on observe, je vous disais, 1er avril, on a lancé Copilot for Security. Ça fait un petit moment qu'on le teste en privé avec certains clients. Les premiers talents qu'on lui découvre, c'est vraiment sécurité opérationnelle. Des gens qui font du SecOps au quotidien, fournir des rapports, être capable de faire une intervention, être vraiment capable d'avoir une posture de sécurité sur différentes surfaces d'attaque en temps réel, en langage naturel. Ça, c'est les premiers talents qui ont émergé puis qu'on teste beaucoup. Par contre, il faut savoir que les ambitions de Copilot for Security sont bien plus grandes que ça. Donc, dans le métier de la cyber, on parle de gens en GIA, on parle de gens en protection de l'information, en conformité, même du côté ressources humaines, des C-level qui seront en sécurité également, donc des gens de l'exécutif. Il y a vraiment des talents, des vertus qu'on va développer, qui sont déjà en place, mais qu'on continue à développer, qui sont en périphérie des bénéfices qu'on observe du côté SOC et qui vraiment se développent à vitesse grand V. Et tout à l'heure, j'en parlais rapidement, un visuel, l'expérience autonome, l'expérience intégrée. On distingue vraiment ces deux expériences-là. Vous allez voir de plus en plus, on a démarré avec l'expérience autonome dans Copilot for Security et de plus en plus, on parle d'expérience intégrée. Si vous opérez Sentinel, par exemple, si vous opérez Purview, si vous opérez d'autres outils de sécurité Microsoft, vous allez avoir l'option d'utiliser Copilot nativement, évidemment, si vous activez ces fonctions-là. Il nous reste 4 minutes, je crois, 4-5 minutes. Hein? Excellent, excellent. Rapidement, également, une petite démo de notre côté. C'est l'expérience dédiée que je voulais vous montrer. C'est une rapide démo par rapport à la sécurité opérationnelle. Donc, je clique directement dans si vous voulez, la barre de prompting où j'aurais pu générer une requête. Il y a un analyste de sécurité qui est plus avancé que moi. Moi, je me considère comme analyste de niveau 1 dans l'exemple, puis je serais probablement 0.5, à vrai dire. Il y a des gens qui ont énormément de talent à faire ça, ce n'est pas mon métier. Il y a quelqu'un qui aurait préparé un prompt book pour moi, donc quelqu'un, un analyste de sécurité plus avancé, qui a préparé différentes questions qu'on va poser à Copilot for Security et qui sont prêtes à usage finalement. Tout ce que j'ai à faire dans le cas d'usage qui est là, c'est de mettre mon numéro d'incident dans mon portail Defender. Donc, je vais retrouver l'incident et toutes les questions que je vais poser à l'outil sont déjà scriptées, comme je vous le disais tantôt, par quelqu'un qui a fait le travail avant. On a sauvegardé ça puis on l'a publié, si vous voulez, aux autres usagers Copilot for Security. Je vais rouler cette demande-là. Je le mentionnais tantôt, là, il y a un délai de traitement. Évidemment, on le simule actuellement, mais il faut considérer là, que le nombre de questions que je vais poser là, ça peut prendre plusieurs secondes, même parfois des minutes, à vrai dire, à obtenir des réponses si vous avez plusieurs questions d'affilée. Quand on a fait cette démo-là, je vous le confirme, ce n'est pas en quelques secondes. Là. Ça prend vraiment un certain temps d'obtenir les réponses. Et après ça, on creuse. Donc, on va être en mesure, en fonction des questions que j'ai posées, d'avoir une idée sur la sévérité de l'alerte. Donc, on va résumer l'alerte au départ. On va vraiment avoir le détail de le timestamp sur les événements. Donc, on va aller chercher cette information-là dans vos consoles de sécurité. C'est probablement Defender, évidemment, qu'on interroge là. Là, on va vouloir savoir c'est quoi les entités qui ont été touchées par cet incident-là. C'est une autre question qu'on avait scriptée dans mon prompt book. Donc, on va faire appel à l'appareil, évidemment, à l'usager, à l'adresse IP. Dans cette démo-là, moi, je vais vouloir savoir ultimement la réputation de ces adresses IP-là pour voir
Est-ce qu'il y a des indicateurs de compromis à ce moment-là? Donc, je suis capable, avec la solution Copilot for Security, d'aller frapper ce qu'on appelle Defender for Threat Intelligence, qui est un outil qui est désormais inclus à Copilot pour sécurité. Donc, cette intelligence-là n'est pas nécessairement native à mes outils, mais MDTI, Defender for Threat Intelligence, est infusé à Copilot for Security. Donc, va aller nous chercher ce threat feed-là. Par la suite, je vais voir d'un point de vue authentification, la question qu'on avait posée tout à l'heure, est-ce qu'il y avait du MFA qui était en place? C'est quoi l'authentification sur laquelle l'usager était compromis? C'est quoi qui s'est passé ou c'est quoi l'expérience d'authentification que l'usager avait? Donc, je le résume. Si on a frappé le portail Entra pour aller chercher cette information-là. Et finalement, on va demander un sommaire de l'événement pour quelqu'un qui ne serait pas technique, pour des gens, par exemple, de niveau exécutif, de résumer l'incident. Puis par la suite, c'est l'équipe qui va pouvoir se prononcer sur est-ce qu'il y a une brèche, est-ce qu'il y a des activités de remédiation. Vous allez voir, il n'y a pas d'activités automatiques qui sont prises là-dessus sur la remédiation de l'incident. C'est vraiment de l'accompagnement à l'analyse de cybersécurité pour résumer ce qui s'est passé et que l'organisation puisse prendre action. Également, si j'avais voulu aller plus loin dans cette démo-là, j'aurais pu lui demander nativement de dire est-ce que tu peux me produire un PowerPoint de ça pour que je puisse le présenter? Et c'est tout à fait possible de le faire. C'est des talents qui sont déjà en place aujourd'hui. Donc, ça, c'est l'expérience dédiée. Rapidement aussi pour l'expérience imbriquée, donc l'expérience embedded à d'autres outils. Ce que je vous montre actuellement, c'est le portail Purview. Ça pourrait être un autre portail de sécurité. Est-ce qu'il y a des gens en levant la main qui utilisent l'outil eDiscovery ou un autre outil, eDiscovery? Oui, non? Vous êtes patient? Je trouve que c'est du travail fastidieux. Hein? N'est-ce pas des analystes en conformité ou des gens qui ont adressé des cas d'enquête? C'est un outil qui est relativement fastidieux. Ce n'est pas une question de Microsoft. Là. Ce sont des outils qui ne sont pas faciles à naviguer, à opérer. Le cas d'usage que je vous montre là, c'est un cas possible d'insider trading, donc de délit d'initié à l'interne. On voudrait détecter dans une organisation financière, par exemple, ou juste une organisation cotée en bourse, est-ce qu'il peut y avoir des échanges suspicieux dans l'organisation sur deux personnes qui auraient pu colliger ensemble, puis dire qu'il y avait un bénéfice à acheter l'action avant que des résultats trimestriels soient disponibles. Donc, je vais dans mon cas d'enquête. Je vais review l'evidence que j'ai déjà à l'avance provisionné dans mon environnement, puis mes analystes ont déjà récolté l'information qu'on croit bénéfique. En passant, quand on parlait d'IA versus IA générative, c'est un bon exemple. Dans Advanced eDiscovery, dans les plateformes Microsoft 365, vous avez accès à un outil qui s'appelle Advanced eDiscovery, qui va déjà vous dire, bien, nous, fonction de l'usager que tu nommes là pour le cas d'enquête, il échange avec telle et telle personne. Donc ça, c'est de l'IA native qui était déjà dans nos plateformes. Donc ça va vraiment aider à fournir de l'information pertinente à l'enquête. Puis on va aller une étape plus loin avec l'IA générative, je m'apprête à vous le montrer. Donc évidemment, on va aller fouiller directement dans cette enquête-là. En passant, c'est que des administrateurs de conformité qui ont accès à ça. Ce n'est pas monsieur, madame, tout le monde. Et là, je vais aller voir d'un point de vue document. Moi, je vais aller dans les échanges Teams, par exemple, dans les conversations, parce que je pense qu'il peut y avoir des échanges suspicieux qui sont là. Donc, j'ouvre la requête. Quelqu'un qui a déjà fait ça, c'est pour ça que je vous demandais de lever la main, très fastidieux, comme je le disais tantôt. Des échanges Teams, ça peut s'étendre sur une immense période de temps. Il peut y avoir beaucoup d'informations échangées et dur d'aller capturer l'essence des conversations. C'est là que Copilot pour sécurité peut vous donner un coup de main. Ultimement, ça va nous permettre de faire un sommaire de la conversation. Et là, on détecte directement qu'effectivement, il y a eu des échanges d'insider trading dans ces conversations-là. Ça va plus loin. Donc, évidemment, s'il y avait des documents qui étaient intégrés à ça dans ces conversations-là, parce que ça fait partie de la conversation Teams, je parlais d'utilisation d'une plateforme, c'est un bon exemple. Dans la plateforme, j'ai accès nativement à ces documents-là. Le même exercice de sommaire pourrait se faire pour le document. Puis je voulais donner un dernier exemple sur si même l'expérience était multilingue. Il y a beaucoup malheureusement de contenu ce matin qui arrivait tout droit de Redmond qui était en anglais. Là. Mais il faut savoir, l'expérience est multilingue. Elle est déjà disponible en français pour Copilot pour sécurité. Même chose pour Copilot pour M3C5. Mais vous pouvez faire l'utilisation multilingue. Donc même si vous avez une conversation dans une autre langue, vous pourriez très bien résumer en anglais, en français, ce qui a été mentionné avec Copilot pour sécurité. Donc rapidement, je reviens aux leçons apprises. Tout ce qu'on vous a montré là, les leçons évidemment demeurent. On est en apprentissage avec vous, mais l'IA, on est convaincu que c'est là pour rester. Il y a énormément d'investissements qui vont être annoncés dans les prochains jours avec Build. Il y aura d'autres annonces qui seront faites cet été. Je vous confirme que Microsoft est, si on le veut, all-in dans cette industrie-là. On est extrêmement, extrêmement investi. Évidemment, d'un point de vue copilote pour M3C5, ça va déjà de l'avant. On est convaincu que d'un point de vue sécurité, il y a des actions à prendre en parallèle la mise en production de ces solutions-là d'IA générative pour la productivité, pour être certain d'assurer une bonne expérience. Puis évidemment, d'un point de vue cybersécurité, on est convaincu que pour combattre l'attaquant à armes égales, il va falloir faire l'usage de l'IA générative plus tôt que tard. Donc voilà, ça complète la première portion de présentation. Je pense qu'on voulait par la suite se tourner vers un panel, donc je laisserai notre modératrice prendre la parole. Je vais m'assurer que mon micro est bien ouvert. Excellent.
Donc, vous connaissez le mot d'ordre. La seule mauvaise question, c'est celle que vous n'osez pas poser. Alors, aujourd'hui, mes schtroumpfs se sont transformés en Men in Black and Women in Black. Alors, si vous avez des questions, levez la main et on va venir à vous. J'en ai une ici au fond. Et je vais surveiller pour les autres. Merci pour la présentation. J'ai une question pratico-pratique. J'ai vu que vous disiez que c'est en multilangage, mais on est au Québec, on parle franglais dans les meetings. Comment l'IA est en mesure de capturer quand l'information est des fois en français, des fois en anglais, dans une même conversation? Très bonne question. Est-ce que tu veux que je réponde ou tu veux-tu? Go ahead, Anna Canal. C'est une excellente question. En passant, vous avez vu qu'on est la preuve même qu'on fait malheureusement usage du franglais. C'est un enjeu, sincèrement, ce n'est pas toujours évident, mais je vous dirais les solutions d'IA générative vont s'imprégner de contexte qui fait face à différents mots. Donc, autant dans nos outils, auparavant, c'est un défi par rapport à la traduction. Ce que moi, je constate, puis l'organisation avec les pilotes qu'on fait, ce n'est pas nécessairement un enjeu d'aller chercher le contexte d'information en multilingue. Les réponses, je vous confirme, sont dans la langue que vous avez choisie. Donc, pour l'instant, ça ne semble pas un enjeu spécifiquement pour l'IA générative. Par contre, pour d'autres portions de la plateforme, je vous confirme, ce n'est pas toujours évident. Et ça, il n'y a pas de réponse parfaite. On est commis en passant à respecter la réglementation au Québec par rapport à justement la réglementation de la francisation. Il y a certaines expériences qui sont parfois en anglais. On vous invite à le rapporter d'ailleurs dans les portails avec des incidents dans M365. Mais d'un point de vue IA générative, pour répondre à votre question, même le multilingue, à même une même conversation, on fait une bonne expérience pour le moment. Je ne sais pas si vous voulez rajouter, Myriam. Oui, mais en fait, je ferais aussi encore la distinction entre l'IA et l'IA générative. Par exemple, dans un team, un appel Teams, vous pouvez mettre la langue dans laquelle vous allez parler puis faire que ça se traduit en anglais ou en français. Puis on a quand même fait beaucoup de travail ici au Québec à rendre ça French-Canadian, Canadian-French, donc québécois versus français pour la traduction. Et ça reconnaît notre accent, ça reconnaît notre vocabulaire. Dans l'IA générative, je l'ai même testé plusieurs fois où je l'ai demandé de traduire en French Canadian. Fait que je mettais quelque chose en anglais puis je le traduisais ou je faisais à l'envers. J'avais un texte puis je voulais l'utiliser puis demander une question sur des documents qui étaient écrits en français puis je voulais faire la traduction en anglais. Fait qu'on est capable de l'utiliser. Maintenant, c'est pas parfait comme Dats le mentionnait, mais on y est quand même pas mal avancé. Un travail Merci en pour la progression. question. N'oubliez pas de vous présenter aussi. On aime bien savoir de quelle entreprise que vous êtes. On a une question de ce côté-ci. Ouais. Bonjour, Pacom Investissement Québec. Je me demandais, c'est peut-être pas par rapport à la sécurité de l'information, mais quand on a vu ce que fait Copilot for Security, est-ce qu'on pourrait avoir des conversations entre employés à l'intérieur d'une organisation qui soit qu'on dise des informations sur une entreprise puis qui soit tagué, mettons, savoir le pouls des employés sur une entreprise. Si, mettons, je suis avec un collègue puis je commence à bitcher sur ma compagnie, est-ce qu'à ce moment-là, Copilot for Security, on pourrait dire hey, c'est quoi qu'est-ce qu'ils en pensent de notre entreprise ou qui c'est qui est en train de dire des mauvaises choses pour notre entreprise? Peux-tu... Purview, je dirais, plus que pilote pour sécurité. Donc, il y a merci d'ailleurs pour ta question. Il y a dans la solution Purview, il y a une fonctionnalité où on est capable d'aller chercher s'il y a des mauvais mots, de l'antisémitisme, et d'autres choses, par exemple, une mauvaise conversation, disons, dans l'équipe. Ça devient quand même, c'est pas mal anonyme. Pour savoir s'il y a des conversations comme ça. Quand les choses deviennent un peu plus sérieuses, là, on est capable d'aller identifier qui utilise ce langage, par exemple, dans l'entreprise. Je dirais ça donne quand même ce qu'on appelle des flags sur qui, dans l'entreprise, peut être un peu plus risqué. Si je sais, par exemple, que tu vas te donner ta démission et que dans 2 semaines, tu pars de l'entreprise, on va aller mettre plus de sécurité à tes documents puis ton accès, puis on va faire attention. Est-ce qu'il y a des documents qui sortent de l'entreprise de ton côté? Est-ce que tu fais un download de documents dans ton device, etc.? Fait qu'on est capable de faire les deux choses, savoir un petit peu plus sur les conversations dans Office 365, Teams et autres, puis l'utilisation des documents. Tout à Tu voulais ajouter quelque Non, chose? c'est exactement ça. Puis spécifiquement dans les modules Purview, Insider Risk Management, Communications Compliance, pour ceux et celles qui connaissent notre licensing Microsoft 365 qui serait dans les abonnements E5, si ça c'est activé,
et vous voulez fouiller effectivement dans Copilot for Security, l'expérience que Myriama vient de décrire devrait être activée. Personnellement, je tiens à vous aviser, il n'y a pas un cas d'usage qu'on a mis en place actuellement qui a fait usage de ça pour les clients qui l'ont testé. Je serais très intéressé de poursuivre la conversation. Je salue les gens d'Investissement Québec que je connais bien, donc on va poursuivre la conversation. Si je peux juste, je sais qu'il y a une question Oui. ici, je vais juste ajouter un dernier exemple. Si, par exemple, tu demandes à Copilote pour 365 une question sur est-ce que je suis aussi bien payé que mes collègues, par exemple, ça peut être une question. Tout à fait. On veut tous savoir. Bien sûr. On se le demande parfois. Mais si tu demandes des questions comme ça, si je reviens à mon exemple de si les documents d'RH sont assez bien sécurisés, tu n'aurais pas accès. Mais si tu demandais des questions très confidentielles à l'entreprise, il y a des alertes qui vont être envoyées à Purview et ton administrateur peut savoir. Tout à fait. Fait que faites attention à ce que vous demandez à Copilote quand même. C'est pas Big Brother, là, mais... Mais c'est pas loin. On a une question de ce côté-là et ensuite, je vais avoir besoin d'un runner de ce côté-ci. On y va pour la question de ce bord-là. Oui. Bonjour, Jean-Michel Guédard de chez Cordée Électrique. Dans le fond, moi, je me posais une question par rapport aux étiquettes. Là, on a vu qu'on pouvait restreindre les droits par rapport aux étiquettes, mais je me demandais comment c'était géré différemment de seulement, par exemple, si on restreint les droits d'accès à un fichier versus qu'on met une étiquette confidentielle. Comment c'est géré par le copilote? Parce que je n'ai pas très bien entendu. Si je me Mettez trompe- le micro un peu plus haut. Oh oui, désolé, oui. Super. Donc, je me demandais l'utilisation des étiquettes confidentielles versus simplement bloquer l'accès à un fichier, gérer les droits, dans le fond, l'accès à un ouais. fichier. Comment c'est géré par Copilot? Est-ce que c'est géré de la même manière, étant donné que c'est le même résultat final que c'est bloqué par... Parfait. Si je veux m'assurer que j'ai bien compris ta question, est-ce que mettre en place une étiquette ou donner accès aux documents à une personne, est-ce que c'est la même chose de comment ça va être considéré pour copilote? Oui, à Ouais, peu près. parfait. Oui, c'est absolument différent. Donc, tu as l'accès aux documents qui est une chose. Qui a accès? Ils sont connectés à la fin du jour, bien sûr. Qui a accès aux documents? Est-ce que c'est des groupes spécifiques qui ont accès à ce document-là ou pas? L'étiquette de sensibilité du document va avoir deux rôles. De un, le résultat de l'étiquette peut signifier qui a accès au document. Puis la deuxième chose, c'est l'étiquette que le document a peut limiter le partage de ce document à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise. Fait que pour copilote, il faut que tu aies les deux. Il faut que tu aies qui a accès au document et des étiquettes qui veulent dire si le document est confidentiel ou pas. Comme si tu te rappelles de l'exemple que j'avais donné, le deuxième groupe, Sales, par exemple, ils avaient une étiquette de confidentiel qui voulait dire que ça devrait rester dans l'entreprise, mais c'était ouvert aux employés de l'entreprise. Fait que l'accès était ouvert à l'interne, mais le partage du document à l'externe de l'entreprise était limité grâce à l'étiquette. Peut-être une petite précision aussi que je voudrais faire, parce qu'évidemment, là, on est tous des gens en sécurité, donc il y a une préoccupation par rapport à l'IA générative et la sécurité. Ce qu'on mentionne là par rapport à la gestion des étiquettes, des permissions dans SharePoint, c'est pas nouveau. Hein? Je veux vraiment le spécifier parce que souvent, il peut y avoir une crainte supplémentaire par rapport à ça. Si demain matin, vos collections de sites SharePoint étaient mal sécurisées, dans l'engin de recherche de SharePoint, vous aviez encore ces enjeux-là. Ça donne une surface supplémentaire pour avoir accès à l'information, ça la démocratise. Puis je tiens à vous mentionner que la nécessité d'avoir les étiquettes n'est pas nouvelle hein, avec l'IA générative. Donc, on voit vraiment un parallélisme dans ça. Et si demain matin, vous attendez que ce soit parfait avant de commencer l'expérience en IA générative, je vous le dis, vous ne commencerez pas. Même chez Microsoft, il y a de l'apprentissage qui s'est fait là-dessus. Donc, on recommande vraiment un parallélisme, évidemment une base minimum, assessment souvent de sécurité qu'on peut faire avec des partenaires. Certainement, il y en a dans la salle qui facilitent ces workshops-là. Et par la suite, là, on va de l'avant. Puis je vous le dis, il y aura une amélioration des contrôles qu'on devra mettre en place parce que vous allez voir des expériences chez certains clients qui pourraient avoir accès à de la donnée, qui n'auraient pas dû avoir accès à ces données-là, mais bien avant l'IA générative, malheureusement, il y avait accès, puis ce n'était pas nouveau avec l'IA. Ouais. Voilà. J'avais une question. Excuse-moi, je voulais juste ajouter un point qui est important de ce que tu as mentionné, Dats. C'est il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas mis Purview en place déjà, puis qui ne sont pas confortables à aller jumper dans Copilote pour 365. Et on le comprend. Comme il l'a mentionné, nous aussi, on a notre propre apprentissage en utilisant la solution. Maintenant, on a quand même mis en place des nouvelles solutions chez Microsoft pour pouvoir vous aider temporairement à utiliser Copilot le temps que vous mettez en place Purview.
Donc, maintenant, il y a quelque chose qui s'appelle SharePoint Restricted Search Access, ce qui veut dire que vous allez limiter l'accès à de Copilot à ces documents. Donc, ces SharePoint sites ne seraient même pas dans la vue de Copilot pour 365. Oui, ça a des pros and cons parce que ça veut dire que si on demande la question, on n'a pas accès à tous ces sites SharePoint. Mais s'il y a des sites SharePoint spécifiques que vous voulez absolument pas que Copilot ait accès à ça, vous pouvez maintenant les limiter. J'aime ça parce qu'il y a beaucoup de questions ce matin. Je vais avoir besoin d'un runner de ce côté-là. Je lui ai promis qu'il serait mon prochain. Ah, vous avez déjà votre micro. Je vais lui laisser poser la question, mais après ça, c'est vous, c'est sûr. Bon matin, je vous promets, plusieurs petites questions. Patrick de Bleu Cirrus. Première chose, si j'ai bien compris, Copilot for Security, c'est deux produits différents. C'est ça? Copilot for M365 et Copilot for Security, c'est deux produits différents. Tout à fait. Parfait. Et puis, Copilot, ce serait pour employés. Tout à fait. OK. Donc, qui vous recommanderait la licence pour Security? Très bonne question. Parfait. C'est vraiment, premièrement, ce n'est pas un abonnement par usager. Donc, dans le monde, Copilot pour M365, c'est un abonnement par usager qui est déjà disponible, effectivement, on l'a mentionné depuis plusieurs mois. D'un point de vue Copilot for Security, c'est une capacité de traitement qu'on va réserver. On appelle ça un Security Compute Unit. On appelle ça un SCU, qu'on est bon à créer des acronymes chez Microsoft. Et puis, c'est dans le portail Azure que vous allez provisionner ça. Et en fonction de la capacité que vous avez besoin, vous allez provisionner de 1 à plusieurs SCU. Par contre, à qui on va fournir l'expérience Copilot for Security, c'est vraiment les rôles de sécurité que j'ai nommés tantôt. Souvent, on commence par les équipes en sécurité opérationnelle, puis on étend ça. L'équipe de la GIA, par exemple, l'équipe de la conformité, même certains cas d'usage, C-Level ou RH qu'on commence à voir, mais c'est vraiment un personnel beaucoup plus restreint qu'on va fournir l'expérience. Ça, c'est Copilot for Security. Puis Copilot pour M365, c'est monsieur, madame, tout le monde. Il y a vraiment une notion qu'on n'a pas abordée ce matin, mais déterminer des cas d'usage pour assurer la rentabilité de ces solutions-là puis l'efficacité. S'il y a bien un truc que moi, je pense qui est à retenir, c'est bâtir ces cas d'usage-là. Puis il y a des métriques pour mesurer la rentabilité et la profitabilité de ça. C'est un investissement significatif. Puis il faut montrer qu'il y a des gains en productivité pour aller de l'avant. Je vous confirme que les organisations qui font l'exercice, qui ont des bons cas d'usage, c'est le cas. Là. Mais si on se lance dans l'aventure sans avoir une idée de ce qu'on veut faire avec l'outil, ce n'est pas nécessairement une bonne stratégie. Super. On va y aller avec la question en avant. Bonjour, Jonathan Johnson, Solutions IT. On parle de Copilot, on parle de permission. Est-ce qu'il y a dans le roadmap de Microsoft une vision de alléger la gestion des permissions des sites SharePoint? C'est bien, on peut les cacher à Copilot, mais la gestion des sites SharePoint puis leurs permissions est quand même assez fastidieuse. Donc, une compagnie qui veut mettre ça en place et que ses permissions sont un peu aléatoires, ben on se retrouve avec un projet d'envergure juste avant de mettre Copilot en fonction. Bonne question. Très. Vas-y. Je n'ai pas en train de texter, je peux prendre une note à votre question parce que moi, je n'ai pas la réponse. Comme on dit en anglais, I feel your pain. Parce que je sais, c'est complexe. Gérer SharePoint, on a des spécialistes juste SharePoint parce qu'il y a une raison pourquoi. Puis c'est très différent. L'architecture que vous pouvez mettre en place est très différente d'une autre entreprise. La façon que vous le faites. Fait que c'est vraiment, il n'y a pas un cookie cutter pour dire c'est comme ça qu'il faut le faire ou comme ça qu'il faut le faire. Maintenant, la solution que j'ai mentionnée il y a quelques minutes par rapport à faire la restriction des sites SharePoint à Copilot, ça, c'est très temporaire. On le met vraiment en place parce qu'on sait que ça va prendre quelques mois pour mettre en place une belle architecture de SharePoint et Purview. On tente, mais je te dirais que c'est même complexe à l'interne chez nous. Tout à fait. Fait que je dirais la meilleure chose, c'est de travailler avec les partenaires qui sont des experts dans tout ça. On se fie à vous, nous aussi, en tant que Microsoft, pour aider tous nos clients. Puis je te promets, dès qu'il y a des updates sur comment on peut le simplifier, je te le partagerai. Je ne serais pas surpris aussi que la technologie facilite ça à terme, parce que d'un point de vue gestion d'identité, c'est pas dans Copilot for Security, j'aurais pu montrer cette démo-là ce matin aussi, puis c'est par choix qu'on n'a pas montré ça. Mais la gestion des Access Packages dans Entra, donc fournir un lifecycle workflow, fournir vraiment, provisionner l'identité d'un usager avec un groupe d'accès et tout ça, on le fait déjà dans Copilot for Security. Donc, moi, j'ai tendance à penser que c'est plus, il faudra tester le cas d'usage, voir si aujourd'hui ça fonctionne, sinon, est-ce que ça viendra dans le roadmap? Mais je ne vois pas de limitation technologique à aider là-dedans, à assister à être un copilote. Ce qui est certain sur le point de Myriama, même en aidant, ça va être un assistant, ça ne fera pas 100% du travail, et là, l'aide aux partenaires est essentielle. Ouais.
Merci beaucoup. Super. On y va pour une dernière question ici, puis j'en profite aussi de dire, comment on fait pour savoir si une entreprise est prête pour Copilot? Comme, sur quoi qu'on se base? Je pense que tu l'avais mentionné brièvement. Merci pour ta question. On a des assessments en place pour vous aider à savoir vous en êtes prêt, est-ce qu'on n'est pas du tout prêt, est-ce qu'on a quand même déployé, on a mis quelques mesures en place, puis on peut s'aventurer vers Copilot pour 365. C'est des assessments qu'on est capable de faire directement avec Microsoft et avec nos partenaires. Fait qu'hésitez pas à en parler avec votre partenaire Microsoft ou nous contacter directement. Génial. Dernière question à mon super, bien sûr. C'est bon. Bonjour Belle tout le monde. outfit, quand même. Frédéric Vizina d'Info Virtuel. J'ai un client qui a, je fais une figure de style, j'ai un client qui a 3 SharePoint. On a embarqué Copilot il y a 2 mois. Donc, l'indexation de l'information a déjà été faite. Ça a été compliqué. C'est compliqué de savoir où est-ce qu'il est rendu dans l'indexation. Cette semaine, on a appris que le Restricted SharePoint Search, on peut mettre ça à on, mais d'après ce qu'on a vu dans la documentation, il ne va pas aller en... Si j'enlève un des partages, donc j'enlève RH dans la liste des partages, une fois que l'indexation est faite, ce que je comprends, c'est qu'elle va quand même rester là. Comment est-ce qu'on fait pour enlever l'indexation de quelque chose qui a déjà été indexé dans la base de données SharePoint? Dans la base de données Copilot, je m'excuse. Donc, ce que vous avez fait, c'est que vous l'avez enlevé. Vous avez mis du SharePoint Restricted Access déjà. Non, on ne l'a pas fait encore. Là. Vous ne l'avez pas mis. On va le faire, mais là, dans le fond, on veut enlever une partie des données qui ont été indexées dans Copilot parce qu'au début, on n'avait pas le choix de mettre toutes. Maintenant, on peut restreindre quelque chose. Comment on fait pour enlever cette information-là du Copilot? Je suis un peu surpris quand vous dites indexer. Je m'excuse de t'interrompre là-dessus, mais quand vous me dites indexer avec Copilot pour M365, l'indexation devrait se faire au niveau de SharePoint et non de Copilot, là, ultimement. Là. Donc, oui, en fait, il va digérer tous les documents de SharePoint, puis il va... Mais il ne les digère pas. Hein. Les données, un peu dans ce qu'on présentait tantôt, toute cette arborescence-là, l'information par rapport au document, elle demeure dans votre environnement. Ça, je suis d'accord. Et ultimement, si on restreint les accès, il n'y a rien dans le Large Language Model ou dans les outils à votre bénéfice malgré tout, là, mais qui serait gardé dans Copilot. Vraiment, la résidence de ces données-là, elle est garantie dans SharePoint et non dans Copilot. Si vous regardez en passant, c'est une lecture un peu drable, là, mais dans nos termes de produits, pour la résidence des données spécifiques, là, pour Copilot, on ne prend pas de la donnée de SharePoint pour l'amène de notre côté. Là, donc, je dirais qu'on se jase après. Comme ça. OK, parfait, excellent. Oui, il faudrait qu'on en parle parce que c'est un exemple très spécifique, mais Copilot, le Large Language Model ou Copilot pour 365 n'est pas dans l'environnement en train de travailler tout seul à 24h/7. Il va travailler quand tu lui demandes une question. Fait que si, dans le moment où tu lui demandes la question, il a accès à ce document-là, il va te donner la réponse. S'il n'a pas accès, il ne devrait pas. Fait que ça me surprendrait que si vous allez mettre en place Restricted Access, que Copilot ait accès à ça. Fait qu'on en parlera, mais je veux être sûre, vous restez avec nous une bonne partie de la journée au moins? Donc, j'ai comme l'impression que vous allez les rencontrer, vous allez faire la file devant vous. C'est tout le temps qu'on avait, mais sincèrement, merci. C'est ce que je dis par poser des questions. J'adore et vous, ça vous a nourri également. Est-ce qu'on peut applaudir, s'il vous plaît, Myriam et Dat? Merci beaucoup. Merci.